Il est 9h18, nous descendons dans la cave dont la porte s'est ouverte toute seule. On flotte tous ici. Bienvenue dans mon cauchemar. Bonsoir et bienvenue dans Inspiré de faits réels, je suis Mathias. Et je suis Charles. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau. Un film qui suinte la crasse de tous ses pores et fleure bon l'Amérique profonde. Un film culte, qui est à la fois un des principaux représentants du survival et un des instigateurs du slasher. En le lançant immédiatement après un écran noir, un texte défile. Voici ce qu'il dit. Le film que vous allez voir raconte la tragédie dont 5 jeunes furent victimes. Eurent-ils vécu de très longues vies, jamais ils n'auraient imaginé être un jour les témoins de la macabre démence qui sévit ce jour-là. Une paisible promenade estivale allait virer au cauchemar, et l'Amérique allait découvrir le crime le plus étrange de son histoire. The Texas Chainsaw Massacre. Ce texte, légèrement raccourci par nos soins, est suivi d'une date, le 18 août 1973. Un effet de réel efficace et percutant, mais largement mensonger. Malgré ce que voudrait nous faire croire le film, ces personnages sont totalement fictifs, tout comme la ville dans laquelle se passe l'action. Cependant, comme vous le savez, beaucoup d'histoires ont un fond de vérité. C'est le cas de Massacre à la tronçonneuse, dont les auteurs, Toby Hooper et Kim Henkel, ont été inspirés par un tueur ayant sévi entre 1954 et 1957 dans le Wisconsin. Le meurtrier, Ed Gein, s'est vu avec le temps affublé du surnom de boucher de Plainfield. Un nom, vous allez le voir, qu'il n'a pas usurpé. Vérifiez que votre chaîne est bien huilée et enfilez votre plus beau masque de peau. On part se tailler le bout de gras autour de Massacre à la tronçonneuse. Cela peut paraître quelque peu cliché lorsqu'il s'agit de présenter les meurtriers célèbres de l'époque moderne, mais Edward Theodore Gein n'a pas passé une enfance très paisible. Installé au cœur du Wisconsin depuis 1916 dans une ferme dont il ne sort presque jamais, Ed Gein connaît peu le monde extérieur. Un père alcoolique, parfois absent, parfois violent, et une mère luthérienne radicale l'élèvent dans la haine des femmes et la peur du sexe. Son père meurt d'une crise cardiaque en 1940, son grand frère dans un feu de forêt en 1944. Omniprésente et étouffante, sa mère laisse un jeune homme inadapté et esseulé lorsqu'elle décède elle aussi en 1945. C'est la mort de cette dernière qui le traumatise. Ed Gein a 39 ans lorsqu'elle disparaît et il n'a connu qu'elle. Isolé dans une bourgade de moins de 600 habitants avec pour seul repère le fanatisme religieux de ses parents, retiré de l'école à l'âge de 13 ans, il est faiblement éduqué et est vu par les autres habitants comme l'idiot du village. Un gars simplé, timide voire asocial, qui rigole parfois sans raison et effraie les enfants, mais ne semble pas immédiatement menaçant. Cette facette innocente, presque enfantine, n'est pas la seule de la personnalité d'Ed Gein. Depuis la mort de sa mère, dont il a scellé la chambre et les pièces favorites pour les figer dans le temps, Ed vit seul dans la ferme et la transforme peu à peu en musée des horreurs. La nuit, lorsqu'il est à l'abri des regards, Ed Gein sort déterrer des cadavres dans le cimetière de la ville. L'homme ne s'attarde pas sur toutes les tombes, il choisit en priorité des tombes de femmes, de préférence grandes et plutôt fortes, à l'image de sa mère. L'homme imite couramment sa génitrice. Il porte ses anciens vêtements, récite des incantations sur sa tombe, il tente par tous les moyens de la ramener dans le monde des vivants. Évidemment, son vœu n'est pas exaucé et bientôt, Ed Gein mutile les corps des femmes qu'il déterre. Sommé de l'horreur, il porte parfois leur peau en prenant soin de les nettoyer et de les tanner pour se créer de véritables costumes humains. En parallèle, plusieurs disparitions étranges animent les discussions des habitants du Wisconsin. Mais tout le monde à ce moment-là ignore les sordides activités d'Ed Gein, et personne ne se doute de l'horreur dans laquelle il s'enfonce depuis la fin des années 40. Toutes les barrières tombent pour Ed Gein qui franchit un nouveau pas en décembre 1954 lorsqu'il tue Mary Hogan, la patronne d'un bar, d'une balle de fusil dans la tête. Rien n'est volé, son corps n'est pas retrouvé. Seul indice, une cartouche de fusil traîne au sol, accompagnée d'une trace de sang. Les autorités ne peuvent que constater les dégâts, mais ne parviennent pas à remonter jusqu'à l'assassin. En 1957, c'est Berenice Warden, la propriétaire d'un petit commerce à Plainfield, qui subit le même sort.
La veille, elle avait été vue par son fils en train de repousser les avances insistantes d'Ed Gein. Cette fois, les motivations du meurtre et le nom de l'assassin ne font plus aucun doute. Sur le comptoir, une facture laissée au nom d'Ed Gein encourage les policiers à se rendre directement chez lui pour l'interroger. L'assassin n'est pas chez lui, mais les policiers découvrent rapidement la tête de la tenancière du bar et le corps de la commerçante. Les forces de l'ordre enfoncent les portes et découvrent la macabre transformation de la ferme familiale. Des bras, des jambes sont intégrés au mobilier, de la peau humaine recouvre les abat-jours, les crânes sont utilisés comme bols, la peau comme tapisserie. Dans une boîte à chaussures, 9 vagins sont entreposés. Dans le placard, une ceinture est ornementée de tétons. D'autres crânes servent à décorer sa colonne de lit. Comme le note Axel Cadieux dans son livre Une série de tueurs, les serial killers qui ont inspiré le cinéma, je cite, Ed Gein est arrêté dès la découverte du musée macabre. Il est inculpé des meurtres de Mary Hogan et Bernice Warden, les autres corps provenant, selon le tueur, du cimetière de Plainfield. L'enquête est en réalité un casse-tête. Les restes humains sont trop nombreux pour être tous formellement identifiés, et la police du Wisconsin n'a pas les moyens scientifiques de rendre justice aux victimes. Pour éviter un procès de grande envergure qu'elle ne saurait gérer, la justice locale se contente de ces quelques recherches, largement suffisantes pour faire condamner l'assassin. Le procureur fait ouvrir 2 tombes pour constater qu'elles ont été vidées, et Ed Gein est déclaré irresponsable de ses actes, puis interné dans un hôpital psychiatrique de Madison. Ce n'est que 11 ans plus tard, en novembre 1968, qu'Ed Gein est définitivement jugé. La quantité de preuves, qu'il n'avait jamais pris soin de dissimuler, fait que le procès ne durera qu'une semaine. Mais lors d'un 3e procès, il sera à nouveau déclaré non coupable car non responsable. Ed Gein est finalement acquitté, retourne à l'hôpital psychiatrique et n'en ressort jamais. Il meurt d'insuffisance respiratoire durant l'été 1984. Dès le mois de décembre 1957, l'affaire est largement médiatisée et les hebdomadaires Time et Life, 2 magazines de référence à l'époque, font leur une sur l'affaire qui dépasse évidemment les seules frontières du Wisconsin. Cette soudaine célébrité attire des personnes plus ou moins honnêtes lors de ventes aux enchères pour récupérer les biens de ce qui est en passe de devenir l'un des pires meurtriers de l'histoire des États-Unis. La culture s'empare rapidement du phénomène. En 1958 paraît Psycho, de Robert Bloch, adapté en 1960 au cinéma par Alfred Hitchcock. Également inspiré de l'histoire d'Ed Gein, cette fiction met en scène Norman Bates, dont on découvre qu'il s'habille avec les vêtements de sa mère pour tuer les femmes séjournant dans son motel. Dans une dernière scène glaçante, on comprend qu'il conserve le cadavre maternel dans une pièce aménagée de sa maison. Mais c'est surtout en 1974 que l'histoire d'Ed Gein transparaît dans le long métrage horrifique qui a traumatisé plusieurs générations de spectateurs. Le film est un petit miracle si l'on considère tous les obstacles qui se sont dressés sur sa route. Mais il faut croire que rien ne pouvait arrêter un bon coup de tronçonneuse. Massacre à la tronçonneuse est le 2e long métrage de Tobe Hooper. Mais la carrière du réalisateur démarre un peu plus tôt, dans les années 60. Tobe Hooper apprend à cadrer en travaillant sur plusieurs documentaires pour une télévision locale, tourne quelques spots de publicité pour se faire de l'argent, et enseigne dans une université au Texas. Son premier long métrage, Eggshells, ressemble davantage à un essai halluciné qu'à une fiction classique. Sorti en 1969, il met en scène une bande de jeunes hippies en proie à des hallucinations et à des expériences paranormales. Scènes de sexe filmées à travers le cul d'une bouteille, combat à l'épée contre son double invisible, montage tantôt lancinant tantôt nerveux, musiques orientales planantes et filtres de couleurs, le jeune réalisateur expérimente. À la fois auteur et réalisateur du film, il est également à l'origine des effets spéciaux et du montage. Un côté touche-à-tout que le réalisateur ne revivra pas souvent dans sa carrière. C'est sur le tournage d'Eggshells que Tobe Hooper rencontre Kim Henkel. Les 2 hommes deviennent rapidement amis et seront tous 2 auteurs du script de Massacre à la tronçonneuse. C'est d'ailleurs à Kim Henkel que l'on attribue les références à Ed Gein. Comme le rapporte Axel Cadieux, je le cite à nouveau, Tobe Hooper explique qu'enfant, il a entendu parler de ces histoires de lampes et de tapisseries en peau humaine, mais n'a découvert le nom d'Ed Gein que 2 ou 3 ans après le tournage, et qu'il n'y faisait donc pas directement référence. En revanche, Kim Henkel a insisté pour que Leatherface porte un masque et pour qu'il se travestisse, à la manière d'Ed Gein. Une scène coupée au montage devait d'ailleurs montrer Leatherface en train de se maquiller, mais Tobe Hooper décide de ne pas la laisser passer au Final Cut. Kim Henkel, qui réalisera Massacre à la tronçonneuse 4 en 1994,
insufflera à nouveau ses inspirations en travestissant Leatherface de bout en bout. En 1971, les deux co-scénaristes fondent ensemble la société Vortex et partent à la recherche de fonds pour financer leur film d'horreur. Une partie du financement provient d'un ami de Tobe Hooper, Bill Parsley, qui investira près de $60 000 dans le projet. Cela ne suffira pas à mener le projet au bout, et l'équipe repart à la recherche de financement et d'un deal avec un potentiel distributeur. Toujours en 1971 est créée la Texas Film Commission, dont l'objectif est d'aider au développement des médias texans. Dans cette institution, Warren Scarren, qui sera plus tard co-auteur et relecteur des scripts de Beetlejuice, Batman ou encore Top Gun, pousse la création du projet de Tobe Hooper et Kim Henkel. C'est notamment lui qui sécurise le contrat de distribution avec la Bryanston Distributing Company, société qui finira par mettre la clé sous la porte pour ses liens avec la mafia. Warren Scarren est également à l'origine du titre du film. À quelques semaines de sa sortie, le nom du projet oscille encore entre Head Cheese, fromage de tête, et Leatherface. Warren Scarren suggère un autre titre au jeune réalisateur, The Texas Chainsaw Massacre, le massacre à la tronçonneuse du Texas. La légende veut que Tobe Hooper ait demandé à une de ses amies proches si elle irait voir un film intitulé Massacre à la tronçonneuse. Sa réponse, un nom franc et direct, aurait paradoxalement achevé de le convaincre. Pour son casting, Tobe Hooper réunit quelques enseignants et étudiants de l'université où il travaille. Kim Henkel fait appel à son beau-frère, et la production loue une ancienne ferme du début du XXe siècle près de Round Rock, au Texas. Pour le rôle de Leatherface, Tobe Hooper se tourne vers l'acteur islandais Gunnar Hansen, un colosse d'1m95. Le cinéaste est à tous les postes, il participe au casting, réalise, monte, et crée même la bande-son. Tobe Hooper aura mis moins d'1 heure à écrire la trame du film, et ce n'est pas pour le pire. L'intrigue est serrée autour de ses personnages et ne s'éparpille jamais. Tout sert l'ambiance et l'action. L'aspect presque documentaire de certaines séquences tranche avec l'originalité artistique de certains cadrages. La musique, plutôt les sons métalliques, industriels, ne font que rajouter à la lourdeur et appuient l'insalubrité des lieux. Dans un entretien donné à Mad Movies en 2010, le réalisateur raconte que, pour rendre son film le plus réaliste possible et collé à une esthétique documentaire, la tronçonneuse est réellement allumée lors des courses-poursuites. L'idée, bien que dangereuse, offre un son effrayant, masquant habilement l'absence de musique. Dans un entretien à Libération en 2011, Tobe Hooper avoue également que l'idée de la tronçonneuse lui était venue pour des questions de budget. Je le cite, « À vrai dire, je n'avais pas assez d'argent pour qu'il y ait de la musique. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi la tronçonneuse, le bruit. » Filmé durant l'été 1973 sous l'écrasant soleil texan, le tournage ne se déroule pas tout à fait comme prévu. Tout devait être enregistré sur des pellicules 16 mm en un mois, et quand la fin de leur location approche, plusieurs scènes manquent dans la boîte. Personne ne dort les 2 derniers jours. Tout le monde sur le plateau est exténué, ce qui provoquera un accident. Le scotch protégeant la lame d'un couteau est mal positionné, et l'actrice consacrée Scream Queen, Marilyn Burns, voit une véritable giclée de sang sortir de son doigt. La prise est conservée et incluse dans le montage final. The Texas Chainsaw Massacre sort le 1er octobre 1974 aux États-Unis, plus d'1 an après sa production. En plus de devenir une référence du film survival, il peut se targuer d'être une ébauche aboutie de ce qui deviendra le sous-genre du slasher. Il devient l'un des films indépendants les plus rentables des années 1970, avec près de 31 millions de dollars de recettes, pour un budget total estimé entre 80 et 140 000 dollars. En Europe et ailleurs dans le monde, l'accueil est un peu plus froid. En France notamment, le film est interdit par 5 ministres de la culture successifs, avant d'être finalement distribué au cours de l'année 1982. Comme le note Axel Cadieux, la promotion du film mise tout sur l'aspect véridique des événements relatés, l'affiche indiquant notamment « Cela s'est vraiment passé », et le film retrace simplement la vérité. Une stratégie malhonnête, mais justifiée par Tobe Hooper lui-même. Selon lui, il s'agirait d'une réaction au gouvernement sur ces différents mensonges, notamment le Watergate et la crise du pétrole de 1973. Les liens entre l'histoire vraie et la fiction sont nombreux mais parfois ténus. Le signe le plus évident est l'utilisation du masque de peau par Leatherface, mais ce n'est pas tout. Comme dans la sordide histoire d'Ed Gein, Leatherface conserve des pièces à la mise en scène dérangeante, comme pour les figer dans le temps. Aussi, l'utilisation des morceaux de corps comme mobilier par Ed Gein rappelle évidemment la scène dans laquelle Pam découvre son ami dans un congélateur, regarde un instant autour d'elle et prend conscience de la décoration des lieux.
Encore, Leatherface est figuré comme un personnage naïf, aux réactions enfantines. Toby Hooper le qualifiait même de « grand bébé ». De la même manière, Ed Gein aurait été aperçu à plusieurs reprises dansant de manière désarticulée devant sa ferme les soirs de pleine lune. Ce qui n'est pas sans rappeler la scène de fin du film de Toby Hooper qui voit Leatherface échouer à rattraper sa dernière proie et danser sur la route alors que le soleil se lève en arrière-plan. Mais Ed Gein n'a jamais utilisé de tronçonneuse et n'a pas tué 4 jeunes en une nuit et ne vivait pas non plus avec le reste de sa famille au moment des faits. Au début des années 80, Toby Hooper est choisi pour réaliser Poltergeist, le premier film de Steven Spielberg en tant que producteur. Conçu à ses débuts comme une suite de rencontres du troisième type, le long métrage évolue pour devenir une histoire de maison hantée. La relation entre les deux cinéastes ne se déroule pas sans accroc. Le producteur est omniprésent sur le tournage, au point d'empiéter sévèrement sur le travail de son réalisateur. Le film est un succès et souvent mentionné comme le deuxième grand film de Toby Hooper, mais sa paternité sur le film est largement mise en doute. Ce n'est qu'en 1986 que Toby Hooper renoue avec son œuvre maîtresse par le concours de la Canon. L'homme a signé un contrat de 3 films qui donnera Life Force, Invaders from Mars, un remake du film de 1953, et Massacre à la tronçonneuse 2. Plus délirant, plus comique, plus grotesque, le film tranche avec les velléités documentaires de son modèle, mais assouvit les envies de Toby Hooper en matière d'humour noir et de comédie. Il sera le dernier projet en lien avec Massacre à la tronçonneuse sur lequel il travaillera, les droits ayant été rachetés à la Canon par New Line Cinema. Massacre à la tronçonneuse, sous l'impulsion de la New Line, donnera ensuite naissance à tout un univers cinématographique, et son ambiance inspirera de nombreuses œuvres de fiction. Nous allons maintenant nous attarder sur les 2 premiers morceaux de cette saga. Maintenant qu'on vous a parlé de l'histoire une des histoires qui a inspiré Massacre à la tronçonneuse, parce que c'est pas tout à fait la seule d'ailleurs, il y a d'autres discussions, d'autres références parfois qui sont évoquées dans les interviews, notamment un serial killer texan qui aurait officié juste avant le tournage de Massacre à la tronçonneuse, mais Ed Gein est l'histoire, on va dire, principale qui revient le plus. Après vous avoir parlé de cette histoire originale, de cette inspiration principale, après vous avoir aussi évoqué le tournage et les conditions de production de ce film. On y reviendra d'ailleurs, parce discuter. qu'elles sont plutôt compliquées. Ouais, elles sont compliquées. Et il y a beaucoup de choses à dire, parce que Massacre à la tronçonneuse, là, enfin, on va faire un podcast, d'environ entre 1 heure et 1h30 peut-être. Mais on pourrait en parler pendant des heures. Il y a 1 million de trucs à dire sur Massacre à la tronçonneuse, que ce soit dans sa conception, dans son écriture, dans sa manière de filmer, jusqu'à sa distribution et jusqu'à sa distribution à l'international, puisque c'est un film qui va connaître des déboires. On en parlera, notamment en France, où il ne sortira qu'en 1982. Mais avant tout ça, rapide fiche technique, rapide synopsis, fiche technique qui va prendre 2 secondes parce que on en a déjà beaucoup parlé dans la première partie. Le film est réalisé par Toby Hooper, c'est son 2e long métrage après Eggshells. Donc Eggshells, comme on a dit, un long métrage de 69 complètement halluciné avec énormément d'effets de style, énormément d'expérimentation à la fois de réalisateurs, de monteurs, d'effets spéciaux, une narration un petit peu parfois éthérée, ou parfois très dense, très condensée, des images fantastiques, du paranormal, des fantômes. Et un 2e film, du coup, Massacre à la tronçonneuse, qui va être beaucoup plus terre à terre, puisque on suit une bande de jeunes. Ils sont au nombre de 5. Marilyn Burns qui joue Sally Hardesty, Allen Danziger qui joue Jerry, Paul Partain qui joue Franklin Hardesty, donc le frère de Sally Hardesty, Sally Hardesty qui va être la Final Girl, William Weil qui joue Kirk, Terry McMinn qui joue Pam, et ensuite, ça c'est le côté des gentils, on va dire. On va les qualifier de gentils de manière explicite, puisque de l'autre côté, du côté des dégénérés, Edwin Neal joue l'autostoppeur, Gunnar Hansen joue Leatherface, John Dugan joue le grand-père, et Jim Sido joue ce qu'on appelle le cuisinier. On va voir en fait qu'il a une place assez particulière dans cette famille. Et cette bande de jeunes, qui est en van,
se dirige vers une maison. Il se dirige vers une maison au Texas, une maison d'enfance. Il s'arrête en premier stop à une station-service, archétype qui va revenir très souvent, qui revient d'ailleurs dans La Colline à des yeux, qui sortira 3 ans plus tard et qui va devenir un des tropes du film de survival, du film d'horreur, à savoir que... On le verra dans plein de films, notamment dans toute la saga des détours mortels, où on les voit au début. Ouais, des détours mortels, et puis même c'est repris de façon quasi parodique. C'est Cabin in the Woods. Oui, La cabane dans les bois, ouais, effectivement. Donc il s'arrête dans une station-service, rencontre pour la première fois du coup Jim Sido qui joue le cuisinier, et partent en direction du coup de... Enfin avant ça même, le film en fait il commence par des images flash comme des photographies prises d'un corps en décomposition dans un cimetière, un cadavre comme posé sur une pierre tombale. Avec des sons stridents qui nous mettent dans l'ambiance tout de suite. Exactement, qui nous mettent tout de suite dans l'ambiance et qui annoncent complètement la couleur, même si ça va être... ce n'est pas représentatif du reste du film, à savoir que c'est un film qui ne va pas être gore, qui ne va pas être sanglant, il va y avoir assez peu de sang, assez peu de gore, tout va se jouer dans le hors-champ. Toby Hooper va laisser l'imagination du spectateur faire le reste. C'est vrai que c'est important de le préciser, ça, c'est que quand on pense à Massacre à la tronçonneuse, généralement, on a l'image en tête d'un film extrêmement sanglant, extrêmement gore, extrêmement violent, et en fait... En voyant le film, on se rend compte qu'il y a quasiment pas de sang. Il y a quasiment pas de sang, il y en a très très peu, et d'ailleurs le peu de sang des fois qu'il y a, il est malheureusement réel, on reviendra dessus sur les tristes conditions de ce tournage. Et du coup on a une scène d'intro extrêmement choquante, extrêmement marquante, avec ces bouts de cadavres luisants en décomposition, comme éclairés par l'appareil photo, avec des bruits stridents en fond, qui vont finalement être peut-être la chose la plus gore, la plus gore du film. Et donc après ça, nos 5 jeunes qui ont pris en route un autostoppeur particulièrement étrange qui explique qu'il travaillait qu'il avait de la famille qui travaillait dans un abattoir tout proche, mais que maintenant un flingue pneumatique a remplacé les coups de masse, et le flingue pneumatique a finalement mis toute une quantité de gens au chômage, cet autostoppeur va s'automutiler, va se donner un coup de couteau dans la main, et quand il se fera finalement sortir par les petits jeunes, il va laisser une trace sur la voiture avec son sang, un peu une marque qui va tristement les maudire. À la suite de quoi, du coup, nos petits jeunes arrivent à la maison, comme je disais, se baladent, on voit que tout ne se passe pas forcément bien entre eux. Il y a grosso modo 2 couples et le frère, donc Franklin, qui est handicapé, qui est sur un fauteuil roulant. Ce qui est très rare pour l'époque, je me demande, c'est pas une première dans un film d'horreur ? Dans un film d'horreur, oui, c'est vrai que c'est assez... mais ça rajoute pas mal d'angoisse, parce qu'on sait que lui va avoir du mal, évidemment, enfin, il pourra pas échapper à une course-poursuite, malheureusement. On est dans la terre, on est dans la boue, on est dans l'herbe. On sait que lui, malheureusement, ça va être un petit peu compliqué. Après, tout est fait pour qu'on n'ait pas spécialement d'empathie pour lui dans le film. Il est présenté comme un personnage assez ennuyeux, assez relou, on va le dire, il est complètement relou. Ouais. Toujours en train de se plaindre, etc. On est sur un personnage que, comme l'expliquait Toby Hooper, on a envie de voir mourir au bout d'un moment. Ouais, mais Toby Hooper a envie de voir mourir un petit peu tous ces personnages aussi. Je crois qu'il déteste profondément ces personnages. Il les aime pas trop. Encore que c'était, on nous les présente comme des hippies. Et Toby Hooper était un hippie, Faut pas l'oublier. Ce qu'il faut préciser, c'est que Toby Hooper était un ancien hippie. Ancien hippie. Ouais. Ça veut dire qu'il était dans une phase, et ce qu'il a expliqué dans plusieurs interviews, où on commençait à ne plus supporter les hippies. Et c'est pour ça que dans ce jeu de massacre qui met en scène, les victimes seront des hippies, justement. Toby Hooper, qui d'ailleurs était aussi, à l'époque, était végétarien, qui aussi permet de comprendre toute une quantité de choses dans le film, puisque les tueurs, la famille de tueurs, qui sont en fait 3 frères, on l'apprendra un petit peu plus tard, il me semble qu'on l'apprend dans Massacre à la tronçonneuse 2, mais en fait, la famille Sawyer, puisqu'on apprend leur nom aussi dans Massacre à la tronçonneuse 2, on ne connaît pas leur nom dans le premier film, sont 3 frères, Jim Sido, Edwin Neal et Gunnar Hansen. L'autostoppeur, du coup, le cuisinier et Letterface sont en fait 3 frères. Les 3 frères ont travaillé dans cet abattoir qui a malheureusement, qui n'a pas fermé, mais qui s'est transformé en
en abattoir un petit peu plus automatique avec les flingues pneumatiques, va les laisser sur le carreau. Et la critique qu'il y a aussi derrière ce film, et c'est là où je voulais en venir, c'est que il y a une critique du travail à la chaîne, une critique de la consommation aussi qu'on avait de viande, puisque il va y avoir une aliénation de la famille qui ne vont finalement plus faire de différence entre l'animal qu'il tue, le bout de viande qu'il mange, et les jeunes qui vont arriver dans leur maison et qui vont malheureusement se faire massacrer. C'est un des points de différence qu'on va avoir justement avec les faits réels, ça, le cannibalisme. C'est pas énormément abordé dans l'histoire d'Ed Gein, si je me souviens bien. On est plus sur quelqu'un qui utilise des morceaux de corps pour créer des choses. Et d'ailleurs, c'est vrai que dans Massacre à la tronçonneuse, quand on le regarde en entier, on voit quelques allusions évidemment à l'histoire d'Ed Gein, parce que voilà, le décor y joue et le personnage de Leatherface semble directement inspiré. Et il y a même ce panneau au début du film qui nous laisse entendre que c'est inspiré de faits réels. En réalité, comme on le disait, non. En revanche, c'était sûrement un bon moyen d'utiliser un argument marketing choc, puisque le but de Tobe Hooper avec Massacre à la tronçonneuse, c'était avant tout de se faire remarquer après Eggshells. Le film avait tourné un petit peu, mais il n'était pas encore au stade de devenir un grand réalisateur. Donc l'idée pour lui, c'était de faire un film d'horreur, le genre qui cartonnait dans les drive-in à l'époque et qui permettait un succès assez rapide et de gagner un petit peu d'argent, de faire un film d'horreur et de choquer pour se faire un nom en fait. Et l'utilisation notamment du côté inspiré de faits réels ou histoire vraie, c'est quelque chose de très politique aussi pour Tobe Hooper, puisqu'il va le répéter à différentes occasions, mais pour lui il y a vraiment un truc sur la conjoncture actuelle. Au moment où il sort le film, le mensonge de dire que, alors lui c'est comme ça qu'il l'explique, après c'était peut-être uniquement marketing, mais lui il l'explique par le fait que le gouvernement a menti, on est après le Watergate, on est après la crise du pétrole de 73, le gouvernement a menti et il se sent un petit peu un peu pris au piège par l'administration, par le gouvernement américain, et lui explique que mentir sur les origines du film, ce n'est finalement que on va dire la culture qui reprend les modes de les procédés tout simplement du gouvernement américain. Donc il y a quelque chose de très politique et de très très lié à la conjoncture actuelle pour Tobe Hooper. Puis Tobe Hooper a toujours été un réalisateur, on l'a vu ensuite dans toutes les interviews qu'il m'a données, dans tous les grands entretiens, dans les livres auxquels il va participer, que c'est un grand menteur. Tobe Hooper aime beaucoup réinventer à chaque fois les origines des choses qu'il fait. C'est quelqu'un qui manie assez bien le mensonge et qui, j'ai l'impression, trouve une certaine beauté là-dedans. Il va donner plusieurs versions différentes sur comment le nom du film a été trouvé. Par exemple, tu vois, sur l'idée de la tronçonneuse, il va dire que c'était par rapport au son parce qu'il n'avait pas le budget pour la musique, ce que je pense être la vraie origine de l'utilisation de la tronçonneuse. Et dans une autre interview, il va te raconter que c'était parce qu'il était dans la file d'attente d'un magasin de bricolage et qu'il s'est dit, et si je prenais cette tronçonneuse pour découper tous les gens qu'il y a devant moi. Il y a une troisième version à ça. Il adorait le côté immédiatement létal de la tronçonneuse. Parce que pour lui, en fait, dans les films d'horreur, la mort telle qu'elle est représentée, elle était ni réaliste, ni très intéressante. Il dit, un film d'horreur, hop, vous plantez un couteau, il y a pas de cri, la personne tombe, elle meurt, hop, on tire une balle, hop, c'est fini. Pour lui, c'était pas comme ça qu'on allait choquer en montrant la mort dans les films d'horreur, et la tronçonneuse c'était un moyen de rendre le meurtre à la fois obscène, horrible, et en même temps où il y avait une létalité qui était quand même assez immédiate. Tu parlais du Watergate et des mensonges aussi, c'est un film qui est vraiment ancré dans son époque, Massacre à la tronçonneuse, tourné en 73, comme on le disait dans la première partie. On est dans un contexte assez particulier aux États-Unis. On est vraiment sur la fin totale du rêve américain. Comme je le disais, les hippies ont disparu. Tobe Hooper dit que plus personne pouvait les blairer parce qu'ils étaient sans doute un peu trop idéalistes. Et c'est un peu le propos du film, c'est ce qu'on va voir, c'est cette jeunesse insouciante, hippie, qui se fait massacrer par la réalité de la misère sociale. C'est un petit peu ça le propos. Ce sont des personnes dans une misère sociale profonde, la famille Sawyer, qui vont dévier et qui vont finir par détruire cette jeunesse. Et cette misère sociale est le fait d'évolution technologique et le fait de licenciements liés à l'économie, et il y a aussi une grande part comme ça tout simplement de soutien à une forme de classe populaire aussi, d'une certaine manière. Parce que ça va être deux mondes qui vont s'affronter. Ça va être le monde, les jeunes qui sont citadins et qui prennent un van pour aller à la campagne, et le monde des travailleurs, des campagnards qui travaillent un petit peu pour s'en sortir, qui ont pas beaucoup de choses, et qui en plus se voient enlever leur capacité de travail
par des choses un peu plus nouvelles qui peuvent les remplacer. Exactement. Et c'est d'ailleurs pour ça, je pense que il y a aussi le fait évidemment que Toby Hooper soit né au Texas et que le film soit distribué, enfin soit en tout cas grandement aidé par une corporation qui permet de faire des films au Texas. Mais c'est un mot qui est passé à la trappe dans la traduction française. Nous on l'appelle massacre à la tronçonneuse, mais c'est le massacre à la tronçonneuse du Texas. Et le mot Texas est très important dans le titre original, puisque bon, tu le disais, ils ont d'abord pensé à Leatherface, à Head Cheese, fromage de tête, qui aurait été un titre assez amusant, mais bon, où ils ont même pensé à Saturne en rétrograde aussi, qui a vite été oublié. Mais bon, on est arrivé sur Texas Chainsaw Massacre, le Texas qui est, comme le disait Toby Hooper, parfois considéré comme un autre pays à l'intérieur des États-Unis, qui véhicule pas forcément une bonne image, qui est cette image redneck, white trash, et c'est cet état-là qui va donner cette atmosphère aride qui donne son âme au film. Et comme le disait Toby Hooper, qui est lui-même texan, donc c'est assez marrant de dire ça, il disait que c'était typiquement le genre d'état où auraient pu vivre des serial killers et exercer en toute liberté, avec toute l'attitude qu'ils ont. Donc c'était vraiment le lieu rêvé pour ce film. Et le fait de placer des gamins qu'on suppose venir de la ville dans ce contexte-là qui leur est absolument pas familier, ils sont dans un environnement totalement exotique pour eux. C'est le Texas et ses grandes plaines arides, pour eux, c'est vraiment le désert, quoi. Et c'est là qu'on rejoint aussi avec la Colline des Yeux et cette famille qui se fait massacrer dans le désert. Qui arrivera 3 ans plus tard, Colline des Yeux. C'est ça qui est ouf. D'ailleurs, on l'avait dit au moment de la Colline des Yeux, il y a pas mal des props et des objets du tournage qui vont être créés du coup par, si je dis pas de bêtises, c'est Robert Burns, le directeur artistique, qui vont être repris par ce même Robert Burns au moment de La Colline à des Yeux. Donc il y a un bout des ossements, des décors des deux films que les deux films ont en commun. Robert Burns qui est un des hommes forts de Massacre à la tronçonneuse, c'est lui qui va créer la plupart des objets qui sont faits par la famille Sawyer, donc ces objets qui sont faits avec des os en vrai des os de bétail et des os plus exotiques qui leur avaient été fournis par une vétérinaire. Donc tout ça. Oui, voilà, parce qu'ils avaient vraiment pas de budget. Ils ont récupéré 250 kilos d'animaux morts. Oui, pour le tournage. Le tatou qu'on voit au début, c'est Robert Burns qui l'a empaillé lui-même alors qu'il savait pas empailler. C'est-à-dire qu'il a pris un livre sur comment empailler les animaux, il a récupéré un tatou et il l'a empaillé comme il pouvait. C'est des trucs comme ça. En fait, je crois qu'il avait que quelques milliers de dollars de budget, salaire compris, pour faire toute la déco du film. Dont les masques de Leatherface, il en a fait 3. Donc il a vraiment dû faire le système D, la débrouille. Et ce mec-là, Robert Burns, donc, a fait un travail formidable, parce qu'on retient beaucoup Massacre à la tronçonneuse pour la qualité de ses décors et son ambiance très malsaine. Et il est parfois aussi même considéré comme le deuxième réalisateur du film, puisque Toby Hooper était notamment connu pour ses crises de colère et ses petits cacas nerveux sur les tournages. Et il se dit, en tout cas dans plusieurs commentaires que j'ai pu voir, que Robert Burns, plus d'une fois, a dû reprendre la caméra après des départs de Toby Hooper. Parce qu'on était sur un tournage assez compliqué, on va dire. Oui, et puis on passait plus facilement d'un rôle à l'autre aussi. Toby Hooper était à créer une partie des sons, du score, parce que c'est pas vraiment de la musique, dans Massacre à la tronçonneuse, il y a pas vraiment de musique, il y a des sons industriels, à un moment donné on a l'impression d'entendre des chœurs, mais en fait c'est Toby Hooper qui souffle dans un tuba avec le micro placé d'une certaine manière pour qu'on ait l'impression qu'il y ait des chœurs. Mais il y a pas de... C'est avant tout des sons, Toby Hooper sait pas jouer ni écrire de la musique, et c'est avant tout des sons, et on passait plus facilement d'un rôle à l'autre, c'est-à-dire qu'il y a même des machinistes, tout qui proposaient certains angles de caméra, qui proposaient de retourner les scènes d'une certaine manière. Donc on a l'impression que tout est un peu collégial aussi. Tout est collégial et assez désorganisé en fait, parce que le script est réécrit quasiment tous les jours par Kim Henkel et Toby Hooper. On sent que la direction, même si le film est simple, on va dire le film va droit au but. Oui, la trame narrative est très simple, mais c'est pour ça qu'elle est efficace d'ailleurs. Oui, le film est très efficace car la trame est très simple. Mais par contre, voilà, tout ce qui est de l'ordre du détail, tout le déroulé des scènes, etc., va être retouché au jour le jour, ce qui cause une désorganisation terrible et qui va causer un tournage très compliqué avec des horaires à rallonge parce que il y a un gros problème d'organisation à la base et aussi parce que clairement il n'y a pas le temps de tourner un film comme ça dans un espace aussi réduit, quoi. Ils ont très peu de temps pour tourner le film parce que le budget est très serré et en plus de ça c'est désorganisé. Donc ça va nous donner des journées de travail de 27 heures, parfois plus. Oui, surtout à la fin. Surtout à la fin. Donc c'est un tournage, même si le film est incroyable, le film a marqué l'histoire du cinéma, je crois qu'il est même exposé dans je sais plus quel musée. Enfin c'est un film vraiment monstrueux qui a vraiment énormément marqué.
mais on ne peut pas faire l'impasse sur son tournage, qui a été extrêmement problématique. C'est un des regrets que j'avais eu quand on avait fait l'épisode sur l'Exorciste, où je trouvais qu'on n'avait peut-être pas assez appuyé avec le recul. Le fait que le tournage de l'Exorciste avait été difficile, en grande partie à cause du réalisateur William Friedkin, qui, je l'ai appris après, était connu pour être un salaud sur pas mal de tournages. Toby Hooper, je dis pas que c'est un salaud sur beaucoup de tournages, mais je dis qu'il a parfois pris des décisions qui n'étaient pas les bonnes, qu'il était souvent désorganisé parce qu'il privilégiait les réactions à l'instinct sur les tournages plutôt que de préparer les choses comme un bon réalisateur devrait le faire. Oui, ce qui est l'antithèse même de faire jouer des acteurs, quoi. Dire qu'à un moment donné, si c'est réel, c'est plus du jeu. Hein. Voilà, et c'est un peu le problème que j'ai avec Toby Hooper, et c'est ce qui va donner beaucoup de problèmes sur le tournage, notamment sur le traitement de son actrice principale, Marilyn Burns, qui, heureusement, avec le recul, n'a pas visiblement été traumatisée. Elle a participé à beaucoup d'interviews par la suite sur le film. Elle dit que voilà, le tournage s'est souvent mal passé, mais que visiblement elle a pas l'air d'en vouloir non plus extrêmement à tout le monde, voilà. Mais en tout cas, ce qu'elle a vécu sur le tournage, je ne le souhaite à aucune actrice aujourd'hui qui tourne dans un film. Je pense d'ailleurs qu'avec les nouvelles méthodes de production qu'on a aujourd'hui, en tout cas à Hollywood, ce ne serait peut-être pas possible, enfin j'espère. Mais voilà, on a beaucoup de scènes où Marilyn Burns se fait frapper pour de vrai. Par Jim Sido, ouais. Par Jim Sido, cette fameuse scène où elle est dans la station-service et où il la frappe avec un balai. Alors Jim Sido aurait été en fait, il y a eu 8 prises à cette scène parce que Jim Sido était extrêmement réticent pour la frapper pour que ça ait l'air vrai, et c'est vrai que c'est Toby Hooper et sans doute d'autres personnes sur le set, il est peut-être pas que tout seul, mais qui encourage Jim Sido à vraiment donner des coups, et même apparemment lui-même, Jim Sido dit en interview que même Marilyn dit ouais vas-y, n'aie pas peur, il faut que ça ait l'air réel, quoi. Enfin c'est complètement surréaliste quand on y pense. Et pour que ça fasse réel, sa solution, ça a souvent été de pousser les acteurs à le faire pour de vrai. Notamment cette scène où Marilyn Burns est poursuivie dans la nuit par Leatherface. Il y a une espèce de scène de course-poursuite où il y a des ronces et où Toby Hooper lui hurle de foncer dans les ronces quand même pour que ça fasse réel. Évidemment, ça fera effectivement tellement réel qu'il faudra lui enlever les épines le lendemain qu'elle sera mise dans les ronces, quoi. Scène d'ailleurs qui, du côté de Gunnar Hansen, l'interprète de Leatherface, est aussi très compliqué, puisque alors c'est un grand bonhomme, il faisait 1m95, il est malheureusement décédé. Il lui mettait des talons pour qu'il fasse un peu plus de 2 mètres, donc il devait courir dans la boue, et d'ailleurs on le voit des fois en arrière-plan essayer de sautiller pour sortir de la boue. Il devait courir dans la boue avec des talons, avec une tronçonneuse en marche, ce qui va lui occasionner quelques très très grosses frayeurs. À un moment donné, il va glisser à l'arrière, il va voir la tronçonneuse s'envoler de ses mains et juste espérer qu'elle ne lui retombe pas dessus. Donc ouais, c'est un tournage compliqué pour tout le monde. Et des grosses frayeurs pour une sur cette scène justement là où elle est piégée dans les ronces. En fait, il n'était pas prévu qu'elle soit piégée aussi longtemps dans les ronces. En fait, elle devait juste passer à travers et partir. Et donc Gunnar Hansen devait la rattraper avec sa tronçonneuse en marche. Ce qu'il faut préciser, c'est que la plupart du temps sur le tournage, la tronçonneuse n'avait pas de chaîne. Pas toujours. À la fin, elle n'avait pas de chaîne, mais au début, elle en avait bien. Et justement, sur cette scène en particulier, il fallait bien que Gunnar Hansen coupe les ronces. Donc on avait mis une chaîne dessus, donc la tronçonneuse qu'il utilisait était une tronçonneuse fonctionnelle qui pouvait vraiment faire de gros dégâts. Et le problème c'est qu'avec le bruit, Gunnar Hansen n'aurait pas pu entendre Toby Hooper dire couper, ou entendre Marilyn Burns dire stop, arrête-toi, je suis bloqué dans les ronces, et il continuait d'avancer. Donc c'est-à-dire qu'on est vraiment passé à côté d'un gros accident si Marilyn Burns n'était pas sortie suffisamment tôt des ronces, ou si Gunnar Hansen, qui en plus avait la vue un petit peu bouchée par son masque par moment. Donc voilà, on est passé à côté de choses extrêmement graves. Donc il y a eu, et d'ailleurs justement c'est ce qu'on voit tout à la fin du film, ce fameux plan qui a marqué l'imaginaire du cinéma. On voit Marilyn Burns se tourner vers la caméra, le visage en sang, et rire de manière, on va dire, hystérique devant la caméra parce qu'elle a réussi à échapper à Leatherface. Cette scène-là n'est absolument pas jouée. Marilyn Burns l'a dit dans plusieurs interviews, notamment dans un documentaire qui est sorti qui s'appelle Autopsie d'un massacre. Elle en parle face caméra de ce moment-là. Elle explique ce qui s'est vraiment passé, c'est qu'elle en pouvait vraiment plus. En fait, elle avait tourné cette scène une première fois la veille. C'était censé être son dernier jour de tournage. Et en fait, Kim Henkel et Toby Hooper l'ont rappelé pour lui dire qu'ils l'avaient pas, que la scène ça marchait pas, et qu'il fallait la refaire. Et donc elle est revenue, ils l'ont re-aspergée de sang, ils lui ont redemandé de faire 1 milliard de plans comme ça, où elle rit pour lui demander de la refaire, et elle pète les plombs, quoi, et c'est ce qu'on voit à l'écran. C'est-à-dire que cette scène finale, c'est pas seulement le rire cathartique d'un personnage de fiction qui échappe à ses ravisseurs, qui aurait pu la tuer, c'est aussi le rire cathartique d'une actrice qui a vécu un tournage
extrêmement difficile. Et tournage difficile, mais qui a aussi donné le film qu'on connaît. Il y a des choses extrêmement novatrices. C'est un film qui partage beaucoup, par exemple, avec La Nuit des Morts Vivants de Romero, que Tobe Hooper va explicitement citer comme référence. À la fois le côté politique, ce sont des films d'horreur qui étaient extrêmement politiques, et ce sont aussi des films qui vont techniquement réussir quand même des choses qui, à l'époque, dans les films d'horreur, n'étaient pas si courantes. Du style, par exemple, ne serait-ce que d'avoir une caméra un peu à l'épaule, ce côté documentaire, cette esthétique particulière, cette caméra un peu portée à bout de bras qui va suivre des personnages. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve un petit peu chez Romero et dont Tobe Hooper va s'inspirer pour Massacre à la tronçonneuse, mais c'est des choses qu'on n'avait pas trop avant. Avant, voilà, on avait des cadres, on posait la caméra, on avait des choses assez fixes. Là, on a les prémices aussi du film d'action, en fait. On a les prémices de films d'action où la caméra suit les personnages, est très mobile et adopte parfois des angles un petit peu osés, quoi, un petit peu différents. Ça rejoint le système D qui est lié au manque de budget du film, en fait, parce qu'on ne pouvait pas, par exemple, faire de travelling, puisque il n'y a pas d'argent pour acheter des rails. Donc, Alors, si je me souviens bien, j'ai écouté une version commentée, où ils expliquaient que ils en avaient, mais pas assez, c'est-à-dire que pour faire certains travelling, il y a certains travelling, notamment, il me semble, dans la première moitié du film, où les rails étaient démontés au fur et à mesure et remontés devant le passage de la caméra pour réaliser des travelling suffisamment longs. Ils avaient pas assez de rails, ils avaient pas assez de matériel, donc ils démontaient en temps réel et ils remontaient devant la caméra pour réaliser un travelling entier. Donc c'est vrai que ce problème de budget, ça te force aussi à trouver des idées de mise en scène avec moins de moyens qui permettent de faire des plans marquants sans avoir forcément l'équipement nécessaire pour en faire. C'est complètement ça, et c'est d'ailleurs tout ce qui donne le relief au film. Tout ce qui donne son relief au film, c'est qu'il y a des choses qu'on ne voit pas, et ces choses qu'on ne voit pas, Marilyn Burns qui se fait, Sally... Je crois pas que ce soit Sally, c'est son ami, hein, il me semble. Ah, c'est Pam, oui, c'est Pam, c'est pas Sally qui se fait poser sur le crochet. On ne voit rien. Il y a un jeu de champ contre champ qui fait qu'on ne la voit pas se faire poser sur le crochet. Tout ce qu'on voit, c'est son visage horrifié, c'est Gunnar Hansen qui la porte, comme pour la poser, mais on ne la voit pas. On ne voit pas la peau, on ne voit pas de sang. Tout comme quand Franklin se fait massacrer à la tronçonneuse, on ne voit que le dos de Franklin et le dos de Leatherface, mais on ne voit pas les tripes qui tombent au sol, on ne voit pas la tronçonneuse qui le touche. Donc il y a tout un tas d'artifices. On voit juste un peu de sang qui se met vaguement sur la tronçonneuse pour nous montrer que quand même il est en train de se passer quelque chose. Ouais, mais tout va se jouer sur le montage et le son, en fait. C'est ça, et tout comme pour Pam, où quand elle se fait poser sur le crochet, dans le plan d'après, on voit du sang derrière sur le mur, il y a quelques giclées de sang, mais tout va se jouer dans le hors-champ aussi parce que il n'y avait pas assez de budget, il n'y avait pas assez de temps ni de moyens pour créer ces effets spéciaux-là. Et finalement, tout le relief du film et toute l'horreur du film vient aussi de là. Le manque de budget et tout ce système D va aussi donner une scène affreuse, la scène marquante, la fameuse, la scène du dîner, qui est une scène dont se dégage une folie incroyable. Vous voyez sans doute la scène à laquelle on fait allusion, mais c'est cette scène où Sally était dans les vapes et réveillée, elle est à table, avec les membres de la famille Sawyer qui sont autour de la table, et on a cette succession de plans sur les acteurs qui ont l'air d'être complètement fous, où Sally hurle parce qu'elle ne sait pas ce qui va lui arriver, potentiellement se faire tuer, évidemment. Et on a ce plan sur le grand-père avec qui a un maquillage affreux, qui est vraiment crade. C'est un petit peu la synthèse de tout ce qu'on a dans le film. C'est le Massacre à la tronçonneuse, c'est un film qui est avant tout brutal, qui est crasseux, qui est avec des visuels qui sont vraiment sales, une lumière crue, mais aussi certains plans stylisés, certains plans très esthétisés. Je pense notamment à un des membres du groupe qui s'éloigne sous un coucher de soleil, ou le plan au début sur le tatou mort, la fameuse sculpture qu'on voit au début. Il y a beaucoup de plans qui sont très esthétiques dans le film. Quand Pam s'approche de la maison, quand elle est sur la balançoire et qu'elle s'approche de la maison, le plan est sublime. Le plan est sublime. Et en fait, c'est ce mélange entre une approche quasi documentaire et certains plans esthétisés et ce côté très crade du film qui va se mélanger et qui va nous donner la scène maîtresse du film, qui est la scène du dîner. Cette scène est complètement dingue. Elle sera reprise d'ailleurs dans quasiment toutes les suites de Massacre à la tronçonneuse. C'est vraiment un des trucs iconiques. Et cette scène-là, si elle est aussi folle, c'est aussi à cause du manque de budget, de la désorganisation du tournage et des conditions atroces dans lesquelles elle a été tournée. C'est horrible, parce que c'est une scène que je trouve extrêmement marquante, que je trouve très importante dans l'histoire du cinéma, mais en la voyant et en ayant lu ce qui s'est passé sur le tournage de cette scène,
j'ai plus de mal à l'apprécier. Parce que je me mets à la place des gens qui l'ont tourné, notamment de Marilyn Burns, et voilà, je me dis, j'aimerais vraiment pas, je me dis que c'est justifier ce qui se passe sur le tournage pour avoir une scène comme ça, je suis pas très à l'aise avec. Non, surtout qu'il y a quelque chose de particulier, et c'est vrai que quand je le racontais dans la première partie, le fait qu'il y avait un bout de plastique qui avait été mal placé sur un couteau, et que le sang qu'on voit à un moment donné sur le doigt de Marilyn Burns, et que le grand-père d'ailleurs met dans sa bouche, c'est son vrai sang. Il y a plusieurs versions à cette histoire. C'est-à-dire que c'est pas seulement, c'est potentiellement pas que un bout de scotch qui aurait été mal placé, ça aurait peut-être été fait de manière intentionnelle, et de manière intentionnelle pour aussi se débarrasser de la scène, puisqu'ils en étaient à la 26e heure de tournage d'affilée, pour se débarrasser de la scène, aurait volontairement, omis de mettre le scotch sur le couteau, et du coup aurait réellement coupé Marilyn Burns, mais de manière volontaire. En fait, cette scène est filmée 2 jours. Donc déjà 2 jours au Texas, c'est compliqué. Ensuite, on vous met dans une maison, avec les rideaux fermés. Tout était calfeutré. Donc déjà ça, plus les membres de l'équipe, ça fait déjà une certaine chaleur humaine. Vous ajoutez à ça le fait que le film est tourné avec des pellicules de très basse sensibilité, donc il faut avoir un éclairage extrêmement fort. Donc on va mettre des énormes projecteurs partout. Il fait, à ce moment-là, environ 45 degrés dans la pièce. Et le tournage va durer 27 heures. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que la bouffe qu'il y a sur la table, elle pourrit. Les carcasses d'animaux morts qu'on a mises pour le décor, elles pourrissent aussi, elles commencent à sentir fort, donc forcément des gens du tournage vont gerber, ça pue à mort. Donc cette scène-là, le tournage est un enfer. Et plus elle dure dans le temps, plus les acteurs et les membres de l'équipe commencent à dérailler, ce qui est normal dans ce genre de contexte. Donc ce tournage-là va donner des plans sur des acteurs, notamment des plans sur John Sido, où on voit qu'il est partagé entre le rire et le doute à des moments. Il ne sait pas s'il doit cautionner... On se dit que le personnage ne sait pas s'il doit cautionner l'attitude des autres membres de sa famille vis-à-vis de Sally Hardesty. Et en fait, ce qu'on voit aussi, c'est en réalité John Sido, l'acteur, qui se demande qu'est-ce qu'il fait là ? Qu'est-ce qu'on est en train de faire avec cette scène? Et ce doute qu'il y a dans son regard, c'est aussi le doute de l'acteur. Et c'est un truc qu'on retrouve tout au long du film, mais qui est particulièrement marquant sur cette longue scène de dîner qui a marqué tout le monde. Jim Sido lui-même. D'ailleurs, Jim Sido joue... c'est intéressant, Tobe Hooper voulait quand même absolument qu'il y ait quelqu'un qui soit à moitié sain, à moitié terre à terre dans cette famille, et c'est Jim Sido qui va jouer ce personnage-là, puisque les deux autres sont vraiment... l'autostoppeur et Letterface sont complètement zinzin. Donc Jim Sido, qui incarnait du coup un personnage un peu sain, avait aussi un côté, une manière de jouer et une manière de modifier son visage qui était extrêmement cartoonesque, et c'est quelque chose que Tobe Hooper va aussi appuyer, mine de rien, puisqu'on va avoir des scènes à la fois très réalistes, et parfois des scènes, et comme la scène du repas d'ailleurs, qui sont à la limite du cartoon. Et il va y avoir plusieurs hypothèses à ça, parce que Tobe Hooper va donner quelques explications. Lui-même était très fan de comédie, et ça va être un de ses regrets pour le film, ça va être que l'humour noir ne soit pas forcément, on va dire, compris par les spectateurs, mais il va inclure des scènes très cartoonesques, et Jim Sido a quelque chose d'un petit peu pathétique, d'un petit peu dérangeant dans sa manière de jouer, tout comme l'autostoppeur d'ailleurs. Alors que Letterface, ça va plus se jouer sur sur la course poursuite à un moment donné. Je sais pas si tu te souviens, le côté cartoonesque de la course poursuite. Letterface va amorcer un virage sur un pied. Oui, ça fait très Benny Hill. Et ça fait très Benny Hill. Et tout ça, ce sont des éléments cartoonesques, parce que Tobe Hooper, alors on sait pas trop si c'était pour désamorcer la violence, pour plaire aux censeurs. C'est-à-dire que il voulait quand même que le film ait une vraie sortie commerciale. Donc on sait pas trop si c'est pour plaire aux censeurs ou pas, mais il va y avoir un côté très cartoonesque que la scène de repas va finalement venir couronner, puisque ça va être une des scènes, on va dire, les plus grotesques, même si elle reste particulièrement malaisante. Le personnage de Leatherface, il est montré un petit peu comme comique par moment, mais ce qui m'a plus marqué sur le personnage, c'est qu'il a donc ces deux côtés qu'on retiendra majoritairement. C'est le côté un petit peu comique, qui va être plus exploité dans le 2 et qui va être plus exploité d'ailleurs dans certaines suites. Et il y a aussi donc le côté extrêmement violent avec cette tronçonneuse qui va débiter des gens, mais aussi un côté émotion qu'on ressent assez peu. On va être honnête, sur le premier Massacre à la tronçonneuse, sur celui de Tobe Hooper, on le ressent par moment, mais c'est diffus. Ça va être plus présent par la suite. Il y a 2-3 plans où il va filmer son visage, Tobe Hooper, où Tobe Hooper va filmer le visage de Letterface. Il va essayer de l'humaniser. C'est quand même, dans le premier massacre, on passe quand même du tueur un peu froid qui commence par donner un coup de marteau
sur la tête d'un des jeunes, a quand même à la fin une sorte d'affection pour Sally et peut-être une volonté on sait pas trop, on suppose qu'il veut la tuer, mais des fois il la regarde de manière un petit peu affective, de manière un peu étrange. Et quand on a des jeunes qui commencent à rentrer dans sa maison, on le sent un peu effrayé. Il y a des moments où il va marcher d'un air pâteau vers la fenêtre, on sent qu'il se pose des questions dans sa tête, qu'il est pas bien, qu'il a limite peur des jeunes. Et c'est vrai que Toby Hooper le décrivait comme un gros bébé effrayé. Gunnar Hansen est d'accord avec cette vision du personnage qu'il a contribué à créer, puisque c'est lui qui lui a donné sa gestuelle et aussi ses regards parfois un peu émouvants sous le masque de chair humaine. Donc c'est un personnage qui, moi, m'a rappelé un petit peu celui de la créature de Frankenstein. Visuellement, déjà, parce qu'il a littéralement des bouts de corps d'autres humains sur lui, parce qu'il est très massif, qu'il ne parle pas et qu'il se contente de grommeler ou de couiner. Et on le montre aussi, et c'est ça qui est intéressant, et particulièrement dans les suites, comme moins psychopathe que les autres membres de sa famille, plutôt comme un enfant qui essaierait de faire ce qu'on lui dit de faire et qui a peur des autres, de son environnement. Je le rapproche du coup de ce personnage de créature qui est perdu dans un monde qu'il ne connaît pas et qui est peut-être pas foncièrement mauvais au fond, mais qui malheureusement sème le chaos partout où il passe parce qu'il n'est pas adapté à ce monde-là et qu'il n'a pas été éduqué à vivre dans ce monde-là. C'est vrai que moi, ce que je me suis fait comme remarque vis-à-vis de Letterface, c'est que finalement, le masque, il y a quelqu'un évidemment sous le masque dont parfois on voit les yeux, dont on voit la bouche, dont Toby Hooper filme le visage, mais ce que j'ai surtout remarqué, c'est vraiment le fait de mettre un masque finalement de ses précédentes victimes, puisque c'est ça qu'il fait, il se déguise en ses précédentes victimes. J'ai l'impression qu'il essaie de se déguiser en quelqu'un de civilisé. Dire que la différence entre la famille dégénérée et les civilisés, les gens normaux en fait, il essaie de manière extrêmement naïve, de manière extrêmement enfantine, en posant la peau d'une autre personne sur son visage, il essaie de ressembler à quelqu'un de civilisé et il essaie d'être intégré à cette société-là de la manière la plus horrible et maladroite possible, malheureusement pour lui. Le personnage de Leatherface, il a donc beaucoup de part d'enfant. Lui, je pense que cette part d'enfant a dû en partie venir de l'interprétation que lui donne Gunnar Hansen, qui est donc, comme je disais, lui qui a donné la gestuelle au personnage, qui lui a donné ces moments de doute et d'introspection. Gunnar Hansen, malheureusement, n'a pas été, je pense, suffisamment récompensé pour ça par la suite. Notamment sur le 2, par exemple, Gunnar Hansen ne reprend pas son rôle sur le 2, parce que visiblement, Toby Hooper ne veut pas lui donner plus d'argent, tout simplement. En fait, je sais pas si c'est pas tant Toby Hooper que la Canon. C'est vrai qu'il y a la Canon aussi. On en reparlera de la Canon. C'est la Canon, ouais, on en reparlera, mais qui voulait le payer au minimum. Il voulait le payer au minimum syndical plus 10% au début, donc 10% soi-disant pour son agent. Il leur dit bah non, c'est pas assez, et la Canon revient et lui dit bah ce sera juste le minimum syndical puisque vous avez pas d'agent. Donc du coup, il refuse, évidemment, et c'est un autre acteur qui va jouer ensuite Leatherface dans le 2. Ce que je voulais dire avec Gunnar Hansen, c'est que comme beaucoup de personnes qui ont travaillé sur le premier Massacre à la tronçonneuse, il ne va pas être récompensé des bienfaits du film. Tout le monde sur ce film a eu un salaire de misère, malgré les horaires à rallonge, et en plus vont être arnaqués sur le pourcentage prévu pour les bénéfices. En fait, ce qu'on leur avait dit aux acteurs, c'est qu'ils allaient toucher un pourcentage sur les gains du film, via la société Vortex, qui leur donnait des parts. Oui, qui a été créé à l'occasion de... En gros, ce qu'on leur faisait miroiter, c'est ça. C'est ok, on va vous payer peut-être un salaire de misère, mais vous allez toucher des pourcentages sur les bénéfices que va avoir la société de production. Mais sauf que, ce qu'on ne leur a pas dit, ce qu'on a omis de leur dire à ce moment-là, c'était que 50% des droits du film étaient détenus par une autre société. Donc ça veut dire, en gros, que si tu avais, je sais pas, c'est un énorme chiffre, donc c'est sûrement pas ça, mais admettons que tu aies 10% des bénéfices du film, bon, en réalité, tu vas en avoir que 5%, puisque les bénéfices sont divisés entre deux compagnies. Et ça va devenir encore pire par la suite quand on va arriver sur la distribution du film. Puisque là, à ce stade-là, on en était uniquement à la production du film. Comment est-ce qu'on le crée, comment est-ce qu'on le filme, où est-ce qu'on trouve les revenus pour le monter et avoir un produit fini. Et ensuite, il va falloir le diffuser. Et le diffuser, c'est une autre paire de manches. Charles, je pense que toi, tu peux nous raconter cette histoire assez incroyable de comment le film va finir par être distribué. Le film, il va finir par être distribué par une société. Alors, c'est Warren Skaren qui trouve quand même le deal, parce que le film, en fait, il se passe 1 an entre la fin du tournage. La fin du tournage a lieu en septembre 1973. La distribution, la sortie commerciale du film a lieu en octobre 1974. Et en fait, il s'est passé tout un tas de péripéties entre-temps. D'ailleurs, les acteurs
n'avait plus de nouvelles du film et ne savait pas où en était le projet. Personne n'y croyait avant qu'il sorte. Il y avait même des gens qui se demandaient, comme tu le disais chez les acteurs, si le film allait sortir un jour en fait, parce qu'il y en a qui ont vraiment été sincèrement surpris de voir que le film avait finalement été distribué et pas uniquement chez les drive-in. Pas uniquement chez les drive-in, il va passer en salle par le concours de la Bryanston Company, qui est aussi quand même connu pour sa distribution de films pornographiques. Donc, et qui est tenu malheureusement par des gens qui ont des relations avec la mafia, et ces relations avec la mafia vont faire que la Bryanston va couler. Donc le film va avoir une distribution vraiment compliquée. En France, il va être distribué par René Château, mais il ne va être distribué qu'à partir de 1982, parce que il va y avoir toute une polémique. Il va être présenté à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, où le programmateur était tombé sous le charme du film, sauf que pendant la diffusion à la quinzaine des réalisateurs du Festival de Cannes, des gens vont sortir de la salle, des gens vont vomir en sortant de la salle, puisque personne ne s'attendait à un tel film, à un tel spectacle, à quelque chose d'horrifique et d'aussi poussé, d'aussi abouti, ce qui fait que le film va avoir vraiment une très mauvaise presse en France, puisque, si je dis pas de bêtises, c'est en 1976 qu'il va y avoir le Festival d'Avoriaz, durant lequel le film va être à nouveau projeté, et qu'il va y avoir toute une polémique, puisqu'une partie du jury voulait attribuer le grand prix du festival à Massacre à la tronçonneuse, mais toute une partie du jury, qui a fait bloc, ne voulait pas que le film soit récompensé, et du coup va tout simplement va supprimer le prix. Ils vont littéralement supprimer le prix pour que Massacre à la tronçonneuse ne l'ait pas, et il va finalement, je crois, avoir un prix subsidiaire, et lors de la remise du prix subsidiaire au distributeur français, le ministre de la Culture de l'époque, qui remet le prix, se penche vers le distributeur et lui dit: bravo, vous avez gagné la distribution de ce film, mais vous avez aussi gagné une classification X. On est en 1976, et à ce moment-là, du coup, le film ne peut pas sortir en salle classique. S'il doit sortir avec la classification X, ce sera dans des cinémas pornographiques. Et c'est finalement en 1982 que le film va avoir une distribution commerciale en France. Il y aura quelques péripéties entre-temps, il va être diffusé au Grand Rex lors d'un festival, mais dans une version amputée de ses moments les plus forts. Et du coup, il ne va finalement avoir une version commerciale qu'en 1982 en France. C'est d'ailleurs pour ça que le Grand Rex sera choisi en 2014 pour la ressortie 4K de Massacre à la tronçonneuse. Il y a eu une projection en septembre 2013, donc avant la ressortie officielle, il y a eu une projection du remaster 4K qui est vraiment très bon, qui donne à laquelle on a assisté. À laquelle on a assisté, oui, effectivement. C'est vrai que c'est là qu'on avait eu la chance de le voir sur grand écran. C'était à l'occasion de cette sortie-là. Oui, alors c'est la première fois que je le voyais sur grand écran, et alors il y a quelque chose de très particulier, c'est que j'avais déjà vu Massacre à la tronçonneuse, mais je sais pas, la première fois que j'ai dû le voir, oui, c'était sur une télé ou sur un écran d'ordinateur. Là, au cinéma, il y a quelque chose qui a été vraiment démultiplié par 10, pas seulement parce que c'était au cinéma, mais aussi parce que la version qu'on a vue, en fait, a bénéficié d'un réétalonnage de l'image et du son, et ce réétalonnage a rendu l'ambiance du film, si c'était encore possible, encore plus crade. Il y a tout un tas de détails, il y a un grain à l'image qui renforce vraiment beaucoup l'impression de crasse, l'impression d'avoir un lieu insalubre, et c'est vrai qu'en regardant cette version-là au Grand Rex, qui était suivie d'ailleurs par un entretien avec Toby Hooper, en regardant cette version-là au Grand Rex, c'est là que je suis vraiment tombé en fait un peu plus amoureux du film, quoi. Vraiment, je l'avais déjà vu, je l'aimais déjà beaucoup avant, mais alors là, en voyant cette version-là, j'ai l'impression que le film prenait enfin toute son ampleur, quoi. En le voyant uniquement en DVD ou en VHS sur un petit écran à l'époque, je me dis qu'on ne voyait peut-être pas autant à quel point il avait apporté à d'autres styles qui sont nés par la suite. C'était un objet filmique en lui-même, Massacre à la tronçonneuse, et en le revoyant, j'ai vu tout ce qu'il avait apporté au genre, alors il y a le survival bien sûr, mais au genre du slasher, en fait je pensais naïvement que Massacre à la tronçonneuse était sorti après Black Christmas, après Halloween, tout ça, et en fait en regardant les dates, non. j'ai vu que il non. sort la même année, non?
que Black Christmas, la même année, il me semble. C'est ça, en fait, non seulement il est sorti avant Halloween, qui a codifié un petit peu tout le slasher, voilà, c'est un film somme Halloween, c'est pas le créateur du genre du slasher, mais il a vraiment tout codifié, et il a servi de structure et de composition, la composition du groupe de jeunes, tout ça, c'est ce qui va être réutilisé souvent par la suite, mais surtout, il est sorti, quelques mois avant Black Christmas, et avant même Black Christmas, Massacre à la tronçonneuse avait beaucoup de codes. C'est vrai qu'en le revoyant, là, on se dit... ce groupe de jeunes, ce tueur charismatique, la figure de la final girl, cette espèce aussi de morale sur le sexe qui peut mener à la mort, même la structure globale du site dans le jeu de massacre, c'est des choses qui vont servir de base en fait au genre du slasher. Le genre du slasher a beaucoup d'origines, hein. Il s'inspire de romans, il s'inspire du style du giallo italien, il s'inspire de la vague aussi des serial killers qu'il y a eu dans les années 70-80, mais il y a aussi Massacre à la tronçonneuse, je pense, dans ses influences, dans la manière dont le film a vraiment marqué, et ce qu'il utilise à l'intérieur, ces codes notamment de la Final Girl qui est incarnée par Sally Hardesty, va être énormément réutilisé dans le slasher. Et c'est paradoxalement... Et peut-être qu'on pourra terminer là-dessus avant peut-être de parler de Massacre à la tronçonneuse 2, c'est un film qui n'est pas représentatif de la filmographie de Tobe Hooper. Parce que du coup, pour préparer l'épisode aussi, je me suis maté l'intégralité de sa filmographie, alors sorti au cinéma, j'ai pas regardé les téléfilms, il a réalisé je crois 5 ou 6 téléfilms, surtout à partir de la fin des années 80, et c'est un film qui n'est pas représentatif du reste de sa filmographie. Peut-être que l'un des plus proches, c'est celui qui va suivre, qui s'appelle Eaten Alive en version originale et qui s'appelle Le Crocodile de la mort en VF. D'ailleurs, c'est la VF qui met le crocodile, j'ai l'impression, énormément en avant, mais on ne le voit pas tant que ça. Et c'est qui va être un film, mais vraiment, pour l'avoir vu, qui est bien davantage à côté de la plaque que ne l'était Massacre à la tronçonneuse. Sinon, après, c'est pas forcément un film qui va être représentatif de sa filmo, puisque après il va réaliser Massacre dans le train fantôme, qui va être beaucoup plus policé, beaucoup plus gentil, beaucoup moins péchu. Il va pas vraiment réaliser du coup Poltergeist, qui est un genre complètement différent, où là on est complètement dans du Spielberg, je crois qu'il sort la même année que E.T., ou un an avant ou un an après E.T. Et parce après que il va ça, y avoir... la petite histoire, je crois que c'était que Spielberg était censé ne pas trop bosser sur Poltergeist, parce qu'il faisait E.T. Il était censé être trop occupé par E.T., mais en réalité, il va être sur le dos de Tobe Hooper en permanence. En fait, Poltergeist, c'est le premier film de Spielberg en tant que producteur. Et il va être du coup, producteur très actif. Beaucoup trop actif, ça va mal se passer entre Tobe Hooper et Steven Spielberg, et du coup c'est vrai on voit quelles parties ont été réalisées par Steven Spielberg, on voit quelles parties ont été réalisées par Tobe Hooper, ça saute quand même pas mal aux yeux. Ensuite il va réaliser 3 films avec la Canon, du coup Life Force, L'invasion de Mars, donc du coup un remake d'un film de 1953 et Massacre à la tronçonneuse 2, et ces 3 films vont être aussi très différents, c'est-à-dire que là ça va surfer sur la vague des années 80 de fascination pour la SF et les aliens. Ensuite il va retomber alors au plus bas, à mon avis c'est vraiment peut-être celui que j'aime le moins, alors que pourtant c'est le retour de Tobe Hooper à l'écriture du script aussi, parce qu'il ne va pas écrire finalement beaucoup des scripts des films qu'il va réaliser, mais il va écrire le script de Combustion spontanée en 1990 qui est peut-être un de ses films les plus ennuyeux à mon sens, avec Crocodile et la mort. Nuit de la terreur, Night Terrors, qui je crois en français, parce que Nuit de la terreur je crois que c'est le titre québécois, en français va être traduit par Marquis de Sade, où on va voir Robert Englund, donc Freddy, Freddy exactement, jouer à la fois le Marquis de Sade et son descendant, je crois ils habitent à Alexandrie, et séduire une jeune personne qui s'avère être une descendante de la personne qui a fait enfermer le Marquis de Sade. Enfin bref, celui-là c'est pas non plus son plus grand chef-d'œuvre. En revanche, il va y avoir 2-3 films qui vont être peut-être un peu parfois mésestimés. Je pense notamment à The Mangler en 95, que personnellement j'ai plutôt aimé. C'est l'adaptation d'une nouvelle de Stephen King, que Tobe Hooper du coup va réaliser aussi avec Robert Englund, et qui est beaucoup plus gore que Massacre à la tronçonneuse, paradoxalement. The Mangler a pas beaucoup marqué les esprits. Donc il va y avoir une filmographie, en fait, tout ça pour dire qu'il va y avoir une filmographie. Bon, après il va y avoir Crocodile en 2000, qui là est un direct ou vidéo qui confine au nanar, qui est très drôle. Et d'ailleurs je te le conseille, Mathias, toi qui aimes bien les films d'horreur des années 2000, celui-là il a un peu tout dedans. Il y a du punk rock en intro, il y a des cheveux colorés, il y a du pick-up, il y a du crocodile en CGI dégueulasse. Je te le conseille. Je vous parlerai d'ailleurs, parce que là on n'aura pas le temps, mais parce qu'on parlera de Massacre à la tronçonneuse 2, mais je me suis fait tous les remakes et suites de Massacre à la tronçonneuse qui sont sortis à partir de 2003. On en fera un bonus, je pense, de cet épisode.
Mais voilà, c'est complètement ma came. Donc je pense que Crocodile, ça va être pas mal. Crocodile, ouais, je pense que je te le conseille complètement, et je te conseille aussi Mortuary d'ailleurs. Mortuary, d'accord. Mortuary, qui est sorti en 2005, qui je crois que c'est son avant-dernier long métrage au cinéma, hein, avant le dernier, qui s'appelle Jean. Enfin bref, tout ça pour dire que Massacre à la tronçonneuse, en fait, va rester une curiosité dans la filmo de Tobe Hooper. C'est-à-dire on voit bien entre Eggshells et Eaten Alive, on voit bien le coup de génie qui est Massacre à la tronçonneuse entre ces deux films, mais c'est qu'après, par la suite, il va pas forcément se réorienter vers ce type de cinéma-là, et c'est assez étrange, c'est-à-dire que on a l'impression qu'il va être davantage influencé par les autres films qui vont sortir, à la fois de Wes Craven et de Carpenter, puisque Tobe Hooper, on l'a pas rappelé, mais bon, c'est évident, c'est un des maîtres de l'horreur, avec Cronenberg, avec Carpenter, avec Wes Craven. Ça fait partie de ce qu'on considère être les maîtres de l'horreur, et c'est vrai que son l'atout maître plutôt de sa filmographie, Massacre à la tronçonneuse, on va pas forcément tant le retrouver que ça après dans le reste de sa filmo. Ce qui est paradoxal, puisqu'en fait, on retient souvent que ça de sa carrière, Massacre à la tronçonneuse. Ah bah carrément, oui. Et clairement, on sent que ça le gonflait un peu. Non, moi, je l'avais un peu ressenti quand il était venu, justement, au Grand Rex pour la rediffusion 4K du film, mais on le voyait aussi dans d'autres interviews qu'il a accordées en 2014. On sentait qu'il était parfois un petit peu saoulé d'être souvent résumé qu'à ce film qui est pas du tout représentatif de sa filmo. Complètement, on sent qu'il en a marre d'en parler. D'ailleurs, je pense que c'est aussi pour ça qu'il invente des choses autour du film. C'est qu'il est tout simplement saoulé des interviews. C'est pour ça qu'il y a des versions peut-être un petit peu différentes. C'est que j'ai l'impression que c'est pas forcément un film dont il a envie de parler encore 20, 30 ans plus tard. Tout simplement parce que c'est un point de sa filmo, et que il va y avoir... On lui parle même moins de Poltergeist, alors que ça a été un succès aussi commercial et critique. Mais oui, c'est vrai que ça va être, à mon avis, un point de friction. C'est un peu triste parce qu'il est mort en 2017, si je dis pas de bêtises. C'est ça, Tobe Hooper, et les deux films qu'on retient le plus de lui sont finalement les deux films qui étaient le moins représentatifs de sa carrière, qui sont Massacre à la tronçonneuse et Poltergeist. Mais ce sont aussi peut-être les deux meilleurs. Oui, voilà. Donc bon, ce qui n'est pas illogique non plus, hein. Ça m'aurait étonné qu'on retienne, par exemple, Combustion spontanée ou... Oui, mais par contre, on peut parler de Massacre à la tronçonneuse 2, puisque Massacre à la tronçonneuse 2 est un Massacre à la tronçonneuse qui colle à son style habituel, ce qui fait du coup un espèce de pont entre Massacre à la tronçonneuse et le reste de sa filmo. À savoir que ça va être un film beaucoup plus grotesque, beaucoup plus cartoon, qui va être du coup, comme je disais, son troisième et dernier film en collaboration avec la Canon. C'est une suite directe du premier. D'ailleurs, le premier nous est résumé par un carton en introduction. D'ailleurs, si on peut juste revenir sur le contexte de pourquoi ce film sort là, parce qu'il sort quand même 12 ans après le premier Massacre à la tronçonneuse, hein, donc il s'est quand même passé pas mal de temps. En fait, comme tu le disais, c'est le troisième et dernier film de Tobe Hooper chez la Canon. Il se trouve que Life Force et donc l'invasion vient de Mars en français n'ont pas été des succès du tout au box-office, et que vu la somme investie, les mecs de la Canon, donc qui sont Menahem Golan et Yoram Globus, les gogos, n'ont pas, voilà, ils ont envie de gagner un peu d'argent quand même. C'est-à-dire qu'ils ont investi sur Tobe Hooper, ça n'a pas marché, donc ils lui imposent en fait pour son troisième film avec eux de faire une suite à Massacre à la tronçonneuse, en se disant que, bon bah voilà, on va jouer sur le nom Massacre à la tronçonneuse, ça va mener du monde, on va gagner de l'argent. Donc Hooper, ce qu'il fait, c'est qu'il imagine d'abord un vieux truc qu'il avait en tête avec Henkel, c'était de faire un Massacre à la tronçonneuse à l'échelle d'une ville. Mais là, les producteurs ne veulent pas en entendre parler. Ils lui disent non, tu vas en gros refaire Massacre à la tronçonneuse et tu fermes ta gueule. C'est un petit peu ça qu'on lui demande de faire. Et lui, il va prendre ça et va se dire, ok, je refais peut-être un peu Massacre à la tronçonneuse le premier, mais je vais le faire avec beaucoup plus d'humour, l'humour que les gens n'ont pas vu sur le premier. C'est d'ailleurs pour ça que l'affiche fait référence au film Breakfast Club, donc tu sens déjà qu'il a envie de partir dans la bouffonnerie et dans le truc un petit peu parodique, et que le film va avoir des moments d'humour un peu chelou. C'est ça, et ça va être plus, j'ai l'impression que c'est autant une suite qu'une espèce de grande relecture, de grand pastiche. C'est presque un grand pastiche de Massacre à la tronçonneuse, parce que ça se termine de la même manière. Alors, pas tout à fait, mais ça se termine sur une scène de dîner aussi qui va reprendre les grands axes de la scène de dîner de Massacre à la tronçonneuse, mais de manière beaucoup plus grotesque, beaucoup plus délirante, et ça va se terminer réellement sur la Final Girl qui, au lieu de s'échapper en
en camion, en pick-up, à l'arrière d'un pick-up, va trouver en haut d'une espèce de monticule une matriarche qui était en fait la vraie personne derrière tout ça, derrière même au-dessus du grand-père. Et cette matriarche va avoir une tronçonneuse et on va voir la Final Girl se débarrasser de ses opposants avec la tronçonneuse et finalement faire une danse un peu à la Letterface elle-même avec la tronçonneuse à la toute fin, donc un renversement total. Et oui, une espèce de grand pastiche en fait. J'aime beaucoup ce personnage d'ailleurs de Final Girl, qui est donc une DJ de radio locale qui s'appelle Stretch, qui a un look très actuel, étonnamment, parce que du coup je l'ai revu hier soir avant l'enregistrement, je l'avais vu il y a très longtemps, et elle a un look de hipster des années 2010, puisque le film se passe dans les années 80, donc c'est assez marrant, et elle est très actuelle, je trouve, elle est un chouïa trop tête brûlée, mais elle est très badass, c'est un personnage féminin qui est fort, quoi, ce qui était relativement rare dans ce genre de film, où la Final Girl est souvent... sauvé grâce à sa pureté plus que par son côté action, quoi. Ah oui, c'est plus son statut et ce qu'elle est qui la sauve que ses actions, normalement, enfin dans Massacre à la tronçonneuse, enfin non pas tout à fait, parce que Massacre à la tronçonneuse c'est même pas encore tout à fait ça, c'est plutôt dans les slashers en général. Dans Massacre à la tronçonneuse quand même, Sally, ils veulent la faire passer pour une battante, mais une battante qui subit beaucoup. Là c'est vrai que la Final Girl de Massacre à la tronçonneuse 2 va beaucoup subir, mais elle va se révéler davantage badass que la première Final Girl. En fait, les deux personnages principaux de Massacre à la tronçonneuse, du côté, on va dire, des gentils, ils incarnent, j'ai l'impression, le côté revanchard de Toby Hooper sur le premier Massacre à la tronçonneuse, puisque tu as donc ce personnage féminin fort, mais aussi Lefty, qui est donc l'oncle de Franklin et Sally du premier, qui est pas un shérif, mais qui est, on va dire, un homme fort, qui décide de massacrer en représailles la famille Sawyer. Oui. C'est ça, tout à fait. Et d'ailleurs, avec un coup de tronçonneuse qui va terminer directement dans les fesses de Jim Sido. Qui va dire c'est toujours aux petits artisans qu'on la met dans le cul, à un moment d'ailleurs, je crois, voilà. À la fin. Puisque c'est un film qui est effectivement, comme le premier, dans son époque, c'est-à-dire les années 80. Ouais. Là, on n'est plus dans les gros moments de crise économique des années 70, on est dans les années fric aux États-Unis, et ça se ressent. Il y a beaucoup d'humour et de tacle à la on va mettre ça entre guillemets, à la culture texane, notamment le concours du meilleur chili, qui est remporté par Drayton Sawyer et son chili à base de viande humaine. Mais en fait, Drayton Sawyer, dans ce film-là, donc ce qui est joué par qui était le cuisinier dans le premier, c'est adapté à son époque, c'est-à-dire que dans les années 80, il a sa petite entreprise, il a son food truck, et il vend du chili, il vend des tacos, il vend des trucs à base de viande humaine, et ils ne connaissent plus autant la galère qu'avant, ils ont vraiment sauté le pas du capitalisme, et avec cette affaire de restauration, il y a même un moment où Drayton Sawyer dans le film se plaint de payer des impôts. Donc il y a beaucoup d'humour dans ce film, beaucoup de comiques, chez la famille tronçonneuse bien sûr, mais aussi chez le personnage complètement fou donc de Lefty, qui est incarné par Dennis Hopper, qui est vraiment hallucinant tout le long du film, de cabotinage et de surjeu, c'est fascinant. D'ailleurs, Dennis Hopper a dit par la suite que c'était sans doute un des pires films dans lesquels il a joué. Je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord non plus. Et surtout qu'il a joué dans des pires bouts après, puisque il a joué Bowser dans le film Super Mario Bros. Voilà, typiquement, juste ça déjà, ça sert. Mais bon. Il est revenu sur ses propos après. Ça, c'est des propos qu'il a tenus quelques années après la sortie de Massacre à la tronçonneuse 2. C'est vrai que quand t'as joué Bowser dans Super Mario Bros, tu peux difficilement dire « Non, vraiment, je pense que le pire film de ma carrière, c'était Massacre à la tronçonneuse 2. » C'est pas possible. Non, le film est pas mauvais en plus. Non, j'ai plutôt bien aimé, j'ai pris pas mal de plaisir à le regarder. Ce qui est dommage, en fait, c'est qu'on le voit pas, c'est que le parcours de son personnage n'est pas montré dans le film. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de sautes sur son personnage, son intrigue n'est pas développée. C'est-à-dire que d'un coup, il peut être très fort, et d'un coup, on voit qu'il est complètement miné, sans doute défoncé dans sa chambre d'hôtel. Et la scène d'après, il est super fort, et c'est parce que tout l'arc narratif autour de son personnage a été dégagé par la canon, en fait, au montage. Donc on n'a pas vu ce que devient son perso, ce qui fait qu'il est juste ultra caricatural dans toutes les scènes où on le voit. Et t'ajoutes à ça le fait que Dennis Hopper, sur le tournage, se plaignait de dire que « Oh putain, je suis en train de jouer dans un nanar », donc il se mettait pas non plus une pile pour jouer super bien. Ouais. Donc voilà, c'est
C'est pour ça que son personnage est comme ça, je pense, dans le film. Mais du coup, ça donne beaucoup de comique. C'est assez drôle de le voir avec ses tronçonneuses en train de faire littéralement un concours de substituts phalliques avec Leatherface dans un combat final. Oui, il y a un combat de tronçonneuses. Il y a complètement un combat de tronçonneuses. D'ailleurs, la scène où Dennis Hopper choisit les tronçonneuses dans le magasin de tronçonneuses en soi déjà est rigolote. Puis il les teste en donnant des coups. C'est complètement débile. Je parlais de métaphore phallique de la tronçonneuse. Je pense qu'elle n'aura jamais été aussi assumée que dans ce film. Dans toute la saga Massacre à la tronçonneuse. Il y a une scène qui est vraiment hallucinante, où en fait donc le personnage de Stretch est en train de se faire attaquer par Leatherface. Elle a les jambes écartées au-dessus d'une baignoire remplie de glace, et Leatherface fait des va-et-vient avec sa tronçonneuse dans la baignoire remplie de glace, et a l'air visiblement un peu troublé. Donc du coup Stretch en profite pour essayer de le désorienter encore un peu plus, et là un sous-texte sexuel se met en place de manière assez vénère, qui est vraiment très très crado, avec Leatherface qui fait remonter sa tronçonneuse éteinte le long des cuisses de Stretch, pour finir par la coller contre son entrejambe, et ensuite il pète un plomb et il fait valdinguer sa tronçonneuse partout dans la pièce comme si il avait eu un orgasme. Donc c'est un orgasme bizarre, parce que peu de gens qui ont un orgasme et qui trimballent leur machin un peu partout dans la pièce juste après. Mais en tout cas, voilà, il y a cette métaphore sexuelle sur cette scène-là qui est plutôt dérangeante. Et ça va revenir à plusieurs reprises dans le film. Et puis en dehors de ça, il y a même des trucs qui sont réussis. C'est Tom Savini qui est au maquillage, donc Tom Savini qui a beaucoup travaillé avec George Romero sur ses différents films de zombies à partir du milieu des années 70. Ça se voit dans le film. Et ça se voit, ça se voit. Il y a un travail sur le maquillage et même sur les décors en général que je trouve assez chouette. Alors c'est plus délirant, c'est plus coloré, on perd complètement le côté sombre, crade du premier Massacre à la tronçonneuse, mais je trouve que c'est une suite qui reste quand même très chouette à voir. On perd le côté très crade, drôle. Mais pas toujours. C'est ça qui est qui m'a non, un peu pas toujours. trauma. En fait, je te disais, j'ai vu le film il y a longtemps et j'étais persuadé de pas l'avoir revu en fait. J'étais persuadé de pas l'avoir vu, pardon. Donc quand je l'ai regardé là avant d'enregistrer l'émission, au début ça me disait rien. Enfin tu vois, la première demi-heure, non, ça me rappelle rien, tout ça. Et en fait il y a un moment, un point de bascule dans le film où je me suis dit si j'ai vu ce film, et certaines scènes m'ont trauma, et je pense que je les avais effacées de ma mémoire, et elles me sont revenues d'un coup. Et en fait, on arrive dans ce film à un stade où vraiment le côté burlesque, un peu nanardeux assumé, tu vois, de certaines scènes, devient dérangeant. C'est-à-dire que le moment où ce qui est censé être un rire devient un rire maniaque qui fait peur, tu vois. Et ça arrive à plusieurs moments. Tu vois, il y a moi la scène qui m'a servi de point de bascule, c'est on a Stretch qui est dans le garde-manger de la famille Sawyer. Et donc là, c'est rigolo puisque tu as Leatherface qui est en train de manier un couteau électrique. Donc c'est une espèce de mini tronçonneuse, tu vois, pour découper un corps humain. Et tu te dis c'est marrant, du coup il utilise un espèce de couteau électrique Moulinex. Il a un tablier. Enfin tu vois, ça fait vraiment genre c'est Maïté qui est en train de découper des humains. C'est exactement Maïté. Et en fait, il se passe un truc où il remarque qu'elle est là, et il vient de découper le visage de quelqu'un avec le couteau électrique, et il va lui apposer le visage de la personne qui vient de découper sur son visage à elle. Il va lui mettre un chapeau de cow-boy sur la tête, donc le visage en plus c'est le visage d'un ami de l'héroïne, et il va se mettre à danser avec elle dans le garde-manger. Et cette scène-là, tu te demandes ce que ça fout là, c'est hallucinant. Ça n'a rien à voir avec le reste du film. Tu t'es là, tu fais mais pourquoi ? C'est le côté émotionnel de Leatherface encore. C'est ça. Tu vois, en fait, il l'apprécie et il essaie de lui permettre de se cacher derrière le visage. En fait, tu comprends ce qu'il essaye de faire maladroitement. Ouais. Mais cette scène de danse et d'espèce de romance entre les deux personnages, avec ce visage découpé qui est magnifiquement bien fait par Tom Savini, ça crée une sensation de profond malaise. Et je me suis rappelé, en fait, en voyant cette scène, cette émotion de profond malaise que j'avais eu en le voyant la première fois. Et c'est pareil, ça m'a fait pareil sur la scène de dîner, qui est absolument cauchemardesque dans le 2, qui m'a, je pense, plus marqué que dans le premier. Oula, ah ouais ? Ouais, parce que les plans sur le vieux, avec ses dents un petit peu pointues, cassées, tout ça, le moment où ils essayent de lui mettre des coups de marteau sur la tête et tout, le décor général qui est beaucoup plus chargé, et la folie dans le regard un peu plus vieilli, plus âgé de Jim Sido m'avait vraiment marqué. Et le personnage aussi celui qui revient du Vietnam là, Chop Top, est tellement épileptique dans sa manière de jouer, de bouger tout le temps, de machin, que vraiment je me suis senti oppressé par cette scène, beaucoup plus que sur la scène de l'original. Et puis il se dégage, je trouve, peut-être moins de folie que sur l'original,
peut-être, un petit peu moins, mais on sent quand même que tout le monde est à bout aussi sur cette scène, comme dans le 1. Ce qui s'explique par des conditions de tournage similaires, en fait, tout simplement. Ouais. On était aussi dans un endroit horrible, aussi dans un endroit avec beaucoup trop de température. Enfin voilà, le tournage de Massacre à la tronçonneuse 2 a été pas aussi compliqué que le 1, mais pas loin. Eh ben écoute, si tu n'as rien à rajouter... Bah non, écoute, je trouvais ça aussi important de rappeler que voilà, même si c'est un film plus personnel et qui a certes moins bien marché que le 1, c'est un film qui est intéressant, Massacre à la tronçonneuse 2, qui est ce qu'il est, qui moi m'a marqué, m'a sans doute moins plu que le premier, puisque le premier est très direct et je suis moins sensible peut-être à l'humour noir qu'essaye de donner Tobe Hooper dans le 2, mais paradoxalement, il y a des scènes qui m'ont plus traumatisé dans le 2. Justement à cause de ce moment où le rire devient quelque chose de beaucoup plus macabre. Eh bien écoutez, sur ces belles paroles, il nous reste à vous dire à bientôt. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, @IFR Podcast, sur notre page Facebook Charles et Mathias. Vous pouvez évidemment aussi nous laisser des commentaires sur iTunes. Un bonus suivra quand même, parce que il y en a eu des massacres à la tronçonneuse, il y a eu toute une saga, il y a eu plein de films, et puis même il y a millions de raisons de parler des autres films de Tobe Hooper. Donc suivra à ce numéro un épisode bonus qu'on va tourner, qu'on va enregistrer à un moment donné. On sait pas encore quand il sortira ni combien de temps il fera, mais dans lequel on discutera plus simplement des différents films Massacre à la tronçonneuse. Donc du coup, il nous reste à vous dire à très bientôt. Prenez soin de vous. Et d'ici là, si vous entendez une tronçonneuse, fuyez.